Le 10 octobre 2025, la rivière Sahel s'est tue d'un coup sec, comme si l'Afrique retenait son souffle. En ordonnant sa fermeture et en coupant l'eau contrôlée depuis des décennies par des entreprises étrangères, Ibrahim Traoré a fait vaciller des contrats hérités de la colonisation, affoler les marchés et transformer un simple cours d'eau en front de souveraineté. Que signifie vraiment ce geste présenté comme une libération pour les Burkinabés, mais dénoncé comme un sabotage dangereux par les capitales occidentales? Et jusqu'où un pays peut-il aller pour reprendre son eau sans tout perdre au passage? Ce récit promet d'expliquer comment une décision jugée téméraire par certains acteurs internationaux est devenue, pour une partie du Burkina Faso, le point de bascule d'une souveraineté longtemps ajournée. L'intérêt central est clair, comprendre en 10 à 12 mots comment une fermeture de rivière peut redéfinir le pouvoir d'un État. Les premiers signaux issus du 10 octobre 2025 montrent un paysage chargé de risques. Sanctions économiques évoquées par les institutions financières, ruptures possibles dans les chaînes d'approvisionnement, incertitudes hydriques dans les zones agricoles et menaces de pénurie dans les centres urbains déjà fragilisés. Ces risques immédiats ne répondent pourtant pas à la question plus profonde. Ce geste pouvait-il réellement offrir une marge d'émancipation durable ou n'était-ce qu'un pari solitaire face à un ordre international défavorable? Un micro-hook subsiste au cœur du débat. Si l'eau cesse d'être un levier étranger, que devient alors l'équilibre régional? Ce qui se joue désormais n'est plus seulement une gestion hydraulique, mais la possibilité, ou non, pour une nation enclavée de reprendre le contrôle de sa trajectoire politique sans s'effondrer. Les premières données collectées après la fermeture montrent un recul immédiat de près de 30% de l'approvisionnement hydrique dans certaines zones du Burkina Faso. Cette baisse brutale, loin d'être un simple incident technique, révèle l'étendue de la dépendance structurelle héritée des décennies de gestion étrangère, un élément que l'équipe d'Ibrahim Traoré avait anticipé, mais que peu d'observateurs avaient mesuré avec précision. Derrière ce chiffre se dessine une réalité bien plus vaste. Le contrôle de la rivière Sahel, transféré à des entreprises européennes dès 1947, reposait sur un contrat opaque, rédigé dans un langage juridique inaccessible au peuple burkinabé. Pendant plus de 70 ans, l'eau, ressource vitale et stratégique, avait été administrée comme un actif privé, détaché des besoins sociaux locaux. Lorsque la décision du 10 octobre 2025 est tombée, elle n'a pas seulement stoppé un flux hydrique, elle a interrompu un mécanisme de pouvoir enraciné dans l'histoire coloniale. Au moment où les analystes occidentaux parlaient de sabotage, parlaient de sabotage, les archives internes burkinabées montraient un problème plus profond. Même les données climatiques essentielles dépendaient de serveurs étrangers. Pour Ibrahim Traoré, cette découverte n'était pas seulement un signal d'alarme, mais la démonstration que la souveraineté nationale ne pouvait plus être repoussée à plus tard. Les heures suivant la fermeture ont révélé une dynamique inattendue. À Ouagadougou, les foules se sont rassemblées non pour contester, mais pour soutenir l'acte. Des quartiers entiers ont improvisé des comités de gestion locale, convaincus que la reprise du contrôle de la rivière était moins une provocation qu'une réparation. Across the rural region, les producteurs agricoles, malgré des inquiétudes réelles, ont perçu une lueur d'autonomie. Si le pays parvenait à maîtriser sa propre eau, un pilier entier de la dépendance extérieure pourrait s'effondrer. Pourtant, la tension géopolitique montait rapidement. Les institutions européennes débattaient déjà de sanctions et les entreprises internationales suspendaient leurs opérations. Le contraste entre pression extérieure et mobilisation intérieure donnait à cette décision un caractère double, un acte risqué, mais aussi un tournant symbolique dont les effets dépassaient largement la seule question hydraulique. Dès les premières semaines, un acteur inattendu s'est imposé, la population elle-même. Non pas sous la forme d'un mouvement centralisé, mais comme une mosaïque de groupes locaux prenant en charge ce que les infrastructures vacillantes ne pouvaient plus assurer. Cette dynamique collective surgit en marge de l'appareil d'État est devenue le premier guide concret pour comprendre les effets immédiats de la décision d'Ibrahim Traoré. Dans plusieurs quartiers de Ouagadougou, des comités citoyens se sont formés spontanément.
Un exemple notable vient de la zone de Tanguine, où les habitants ont organisé une rotation quotidienne pour surveiller la distribution d'eau et maintenir un partage équitable entre familles. Ce système rudimentaire mais discipliné a empêché l'apparition de files d'attente chaotiques, réduisant les tensions dans une zone pourtant très dépendante des réseaux automatisés contrôlés auparavant par des entreprises étrangères. Plus au nord, dans une localité agricole proche de Kongoussi, un autre microcase a émergé. Les producteurs de sésame, confrontés à la chute des apports hydriques, ont collectivement réhabilité d'anciens canaux d'irrigation abandonnés depuis des années. Avec l'aide d'ingénieurs locaux, ils ont rétabli un débit suffisant pour sauver une partie des cultures saisonnières. Cette initiative, née d'un réseau informel de coopératives rurales, a démontré que la résilience communautaire pouvait compenser partiellement les perturbations initiales. Ces deux cas, loin d'être isolés, illustrent une tendance. La réaction la plus efficace ne provenait pas d'une directive centralisée, mais d'un tissu social capable de s'adapter rapidement. Cette émergence d'un acteur collectif redéfinissait les rapports entre État, citoyens et ressources. Le 10 octobre 2025, avant l'aube, l'ordre tombe. Fermez la rivière Sahel. Quelques minutes plus tard, les premières vannes cessent de répondre aux systèmes automatisés détenus par les entreprises étrangères. À 06h12, les techniciens nationaux, escortés par des unités de l'armée, prennent physiquement le contrôle des stations hydrauliques principales. À 07h, les serveurs météorologiques liés aux opérateurs européens affichent des erreurs critiques. L'accès aux données est brusquement interrompu. Ce basculement soudain marque la rupture d'un modèle de gestion vieux de plusieurs décennies. À 08h30, Ibrahim Traoré confirme publiquement l'opération, déclenchant une vague de réactions immédiates à l'étranger. À midi, les institutions financières occidentales évoquent pour la première fois la possibilité d'un gel de prêts. La journée entière devient un point de rupture. Les premières alertes internationales surgissent en cascade. Les agences de presse parlent de provocation. Les gouvernements européens convoquent des réunions d'urgence. Dans les heures suivantes, les marchés des matières premières enregistrent une tension inhabituelle. Les compagnies opérant dans la région voient leurs actions reculer, parfois de 3 à 5% en une seule séance. À 16h, des analystes évoquent déjà un risque de déstabilisation régionale. Pendant ce temps, à Ouagadougou, la rue prend une autre direction. Les foules descendent spontanément soutenir l'acte du gouvernement. Les slogans s'élèvent « Notre eau, notre droit ». L'opposition politique reste silencieuse, surprise par la rapidité des événements. Dans les campagnes, les producteurs cherchent des solutions provisoires pour maintenir les cultures vulnérables. Les coopératives improvisent des systèmes alternatifs, parfois artisanaux, mais fonctionnels. Ce contraste, pression extérieure, mobilisation intérieure, crée une tension maximale. Le pays devient l'épicentre d'un débat mondial sur la souveraineté et la gestion des ressources. Les premières rumeurs de sanctions se précisent. Les frontières commerciales se resserrent. Les entreprises étrangères réduisent leurs effectifs. La crise atteint son point culminant. Pour introduire cette idée, on peut dire ceci. Les jours qui suivent la fermeture dévoilent l'onde longue de la décision. Les prix des biens essentiels augmentent lentement mais sûrement. Le carburant grimpe d'environ 20%. Les chaînes d'approvisionnement accusent des retards. Les villes subissent des rationnements d'eau et d'électricité. Les communications officielles tentent de rassurer sans masquer la gravité de la situation. Les ménages s'adaptent. Stockage d'eau, partage communautaire, nouvelles routines. Dans les institutions européennes, des discussions serrées s'ouvrent pour définir la stratégie à suivre face au Burkina Faso. Le FMI suspend un prêt de 400 millions de dollars accentuant l'incertitude. Au sein du pays, un audit complet des infrastructures hydrauliques est lancé. Les ingénieurs nationaux inspectent vannes, stations, capteurs et réseaux de contrôle. Des installations sont récupérées, d'autres doivent être réparées. Le gouvernement affirme que cette phase est indispensable pour décoloniser les systèmes techniques. Pendant ce temps, au niveau régional, le Mali et le Niger expriment leur soutien politique. Ce geste crée un bloc inattendu, renforçant la portée symbolique de la décision d'Ibrahim Traoré. Les premiers effets sur les entreprises étrangères se matérialisent. Perte de bénéfices estimée entre 25%
et 40% pour certaines d'entre elles. À l'intérieur du pays, un sentiment paradoxal s'installe. Fatigue économique, mais fierté renouvelée. La population comprend que cette crise ne sera pas courte, mais qu'elle ouvre une brèche stratégique dans un modèle ancien. L'événement cesse d'être une simple fermeture de rivière pour devenir un révélateur de souveraineté. La séquence a transformé une action technique en choc national. Les premières semaines suivant la fermeture de la rivière Sahel ont produit un ensemble de données suffisamment claires pour mesurer l'ampleur réelle de la décision. Ces données, bien qu'incomplètes dans certaines régions, éclairent 3 dimensions essentielles: l'eau, l'économie et la stabilité systémique. Elles permettent d'observer non seulement l'impact immédiat, mais aussi les premiers signes d'une reconfiguration structurelle voulue par Ibrahim Traoré. Les stations locales ont relevé une diminution moyenne de 30% de l'approvisionnement hydrique dans les régions dépendantes des réseaux automatisés auparavant contrôlés par des opérateurs étrangers. Cette chute montre la vulnérabilité créée par des décennies de dépendance technique étrangère. Cet indicateur a été le premier à alerter les ingénieurs nationaux, révélant l'étendue du défi à relever pour maintenir une distribution fonctionnelle sans infrastructure numérique importée. La baisse n'était pas uniforme. Certaines zones rurales, déjà habituées à des systèmes plus rudimentaires, ont mieux résisté que les villes, où la consommation collective était plus difficile à adapter. Toutefois, cet écart n'a fait que rappeler la nécessité d'une restructuration profonde des réseaux hydriques. Plusieurs entreprises opérant le long de la rivière Sahel ont vu leurs profits diminuer brutalement, entre 25% et 40% dans les 2 mois qui ont suivi la fermeture. Ces pertes traduisent l'impact direct d'un contrôle national soudain et total. Ce décrochage a eu 2 conséquences. D'abord, il a accéléré le retrait de certaines compagnies incapables d'opérer sans accès privilégié aux infrastructures ou aux données climatiques centralisées. Ensuite, il a rendu visible le poids économique réel que représentait la gestion étrangère de l'eau, un poids souvent minimisé dans les négociations diplomatiques. Cette contraction rapide des activités internationales a alimenté les tensions politiques, renforçant la perception, côté occidental, d'une action hostile et côté burkinabé, d'un rééquilibrage attendu depuis des décennies. Les semaines qui ont suivi la fermeture ont enregistré une augmentation d'environ 20% du prix du carburant provoquée par la réduction des flux commerciaux et l'anticipation d'un isolement prolongé. Cette hausse reflète l'effet domino des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement. Cette tension sur les prix n'a pas uniquement affecté les transports. Elle a entraîné une inflation secondaire sur plusieurs secteurs clés, notamment l'alimentation, la logistique locale et les matériaux importés. L'État a tenté de limiter l'impact par des mesures ciblées, mais la population a rapidement ressenti la pression, renforçant l'idée que la transition vers l'autonomie hydrique aurait un coût immédiat non négligeable. Pris ensemble, ces 3 indicateurs dressent une image cohérente. La décision d'Ibrahim Traoré a déclenché une onde de choc économique et hydrique mesurable, mais elle a également exposé les fragilités structurelles accumulées au fil des décennies. Les tensions externes ont été amplifiées par l'incertitude intérieure, tandis que les premiers ajustements techniques ont commencé à redéfinir les priorités nationales. La question n'est plus de savoir si la fermeture aura un prix, mais si ce prix peut être absorbé et transformé en levier stratégique pour l'avenir. Les chiffres montrent une crise, mais aussi une fenêtre rare de recomposition. 2 lectures solides et cohérentes se dégagent lorsque l'on analyse la décision du 10 octobre 2025 avec rigueur. La première thèse, défendue par plusieurs économistes internationaux, soutient que la fermeture de la rivière Sahel constitue une prise de risque disproportionnée pour un pays déjà vulnérable. Selon cette perspective, la coupure soudaine d'un approvisionnement hydrique sous contrôle étranger fragilise immédiatement l'économie, perturbe les flux agricoles essentiels et accentue la dépendance vis-à-vis d'un marché international qui peut réagir par des sanctions rapides. Les analyses de l'Union européenne et les rapports préliminaires du FMI soulignent que la suspension de prêts, la fuite des investisseurs et la hausse des tiers. Hausse du carburant, déjà observée dans les premières semaines, pourrait conduire à une contraction durable de l'activité nationale.
Dans ce cadre, la décision apparaît comme une rupture brusque qui mettrait en péril les ménages les plus fragiles, en particulier dans les zones urbaines dépendantes des réseaux automatisés. La seconde thèse, défendue par de nombreux acteurs africains et par une partie de la société burkinabé, affirme au contraire que cette fermeture était devenue inévitable. Selon cette lecture, maintenir un système où l'eau du pays, ses données climatiques et ses infrastructures hydrauliques restent contrôlées par des entreprises étrangères perpétue un héritage colonial qui empêche toute autonomie réelle. Les réactions populaires observées à Ouagadougou, foule soutenant la décision, comités locaux organisant la gestion communautaire, initiatives agricoles compensant la baisse hydrique, illustrent une volonté collective de transformer la dépendance en opportunité. Pour cette thèse, le court terme est coûteux, mais le long terme est porteur d'un basculement structurel qui permettrait au Burkina Faso de reconstruire sa souveraineté sur ses propres ressources. Entre ces deux positions, la réfutation fondée sur les données disponibles révèle un point essentiel. Ni l'optimisme, ni le pessimisme ne suffisent à décrire la situation. Les preuves montrent à la fois des pertes tangibles, baisse hydrique, hausse des prix, retrait des investisseurs, et des signaux clairs de résilience, adaptation rurale, mobilisation populaire, audit national des infrastructures. La décision n'est donc ni un fiasco immédiat, ni une libération instantanée, mais un processus de transition où les coûts mesurés coexistent avec des gains symboliques et structurels réels. L'avenir dépendra moins du geste initial que de la gestion de sa transition. Une fracture devient pivot. À mi-parcours de la crise, un élément jusque-là secondaire s'est imposé comme un véritable point d'inflexion, la manière dont les populations locales ont su transformer l'incertitude en coordination spontanée. Alors que les institutions étrangères redoublaient de menaces et que les marchés internationaux anticipaient un effondrement, des dynamiques plus fines, presque invisibles depuis l'extérieur, redessinaient le terrain. Ce basculement, passé inaperçu dans les premières semaines, est devenu central pour comprendre la portée réelle du geste initié par Ibrahim Traoré. Dans plusieurs régions, les communautés ont cessé d'attendre des directives nationales pour organiser elles-mêmes les systèmes de distribution, les rotations d'accès à l'eau et la réparation des installations endommagées. Cette réorganisation horizontale a modifié les équilibres initiaux. Là où l'on craignait des ruptures irréversibles, des solutions locales ont partiellement compensé les pertes, stabilisant des zones considérées comme critiques. Ce mouvement n'a pas annulé les tensions économiques, mais il a déplacé la logique du débat. La question n'était plus uniquement la fermeture était-elle trop risquée, mais que devient une crise lorsque la base sociale en change la dynamique ? Cette inflexion marque le véritable midpoint. La transition cesse d'être subie et devient coproduite. La crise s'oriente dès que la société s'auto-organise. Pour les familles burkinabées, les premières semaines ont été marquées par une succession de contraintes. Rationnement, coupures irrégulières, augmentation des prix des produits essentiels et nécessité de réorganiser les routines quotidiennes. Les ménages urbains, plus dépendants des réseaux automatisés, ont été les plus exposés. Pourtant, au-delà de la difficulté matérielle, un effet inattendu est apparu, la montée d'une solidarité active entre voisins. Des points d'eau communautaires ont été remis en service, des comités de quartier ont géré des rotations d'accès et des systèmes de stockage collectif ont limité les pénuries aiguës. L'impact réel a donc été double. Fragilité immédiate, mais renforcement social tangible. Les entreprises, en particulier celles liées à la transformation agricole et aux industries nécessitant un flux hydrique constant, ont subi des perturbations majeures. La baisse de 30% de l'approvisionnement hydrique et la hausse d'environ 20% du carburant ont comprimé les marges, ralenti les chaînes logistiques et forcé certaines usines à réduire ou arrêter temporairement la production. Les compagnies étrangères ont été les plus touchées, enregistrant des pertes entre 25% et 40%, tandis que plusieurs ont entamé leur retrait. Dans ce vide, un nouveau paysage entrepreneurial se dessine. Nationalisation partielle, restructurations internes et émergence de solutions techniques locales encore immatures, mais porteuses d'autonomie future. Les ONG, associations locales et collectifs citoyens, ont pris une importance
inattendu. Dans les campagnes, des ingénieurs bénévoles ont réhabilité des canaux anciens, mis en place des pompes solaires et stabilisé des cultures qui menaçaient de sécher. Dans les villes, les associations ont formé des équipes de médiation pour éviter des tensions lors des distributions d'eau. Pour ces acteurs, la décision du 10 octobre a agi comme un accélérateur. Au lieu d'une crise unidirectionnelle, ils y ont vu une opportunité de démontrer la capacité du pays à s'auto-organiser sans tutelle extérieure. Les réactions régionales ont été tout aussi décisives. Le Mali et le Niger, eux-mêmes confrontés à des débats sur la souveraineté hydrique, ont exprimé un soutien officiel à Ibrahim Traoré, transformant un geste national en symbole transfrontalier. Cette solidarité a créé un début de bloc Sahel, remettant en question l'influence occidentale dans la région. A l'inverse, l'Union européenne et les États-Unis ont renforcé la pression diplomatique, craignant un effet domino. Le Burkina Faso est ainsi devenu un laboratoire de souveraineté observé avec attention dans toute l'Afrique de l'Ouest. Au terme des premiers mois de turbulence, 3 trajectoires crédibles se dégagent pour les 6 à 12 prochains mois. Elles ne prétendent pas prédire l'avenir, mais permettent de cartographier les options possibles dans un contexte où la décision d'Ibrahim Traoré continue de remodeler les rapports de force internes et externes. Dans cette trajectoire, le Burkina Faso parvient à stabiliser progressivement ses systèmes hydriques grâce à l'audit national déjà engagé. Les coopératives rurales renforcent leurs circuits alternatifs, tandis que les ingénieurs nationaux réussissent à moderniser partiellement des stations encore dépendantes de technologies externes. Les tensions diplomatiques persistent, mais ne s'aggravent pas. Les sanctions restent limitées et les partenaires régionaux, en particulier le Mali et le Niger, maintiennent leur soutien politique. L'inflation demeure relativement contenue, autour de niveaux similaires aux premières semaines, tandis que la production agricole retrouve une partie de sa capacité. Le pays navigue donc dans une zone intermédiaire, exigeant discipline et coordination interne. Dans la version la plus favorable, la crise agit comme catalyseur. Les solutions locales développées en urgence deviennent des modèles reproductibles. Des accords hydriques régionaux émergent, renforçant un bloc africain capable de mutualiser ressources, données et expertise. Le pays attire des investissements africains orientés vers les technologies vertes et les infrastructures hydrauliques adaptées aux réalités sahéliennes. La doctrine du Sahel, inspirée par l'impulsion d'Ibrahim Traoré, gagne une reconnaissance continentale. Les récoltes, mieux organisées, se redressent et certaines industries nationalisées deviennent fonctionnelles. Ce scénario exige une cohésion interne forte et la capacité à transformer chaque contrainte en innovation. Dans la perspective la plus difficile, les infrastructures hydrauliques accumulent des pannes, les sanctions internationales se durcissent et les réserves financières s'érodent. L'économie connaît alors des ruptures prolongées, hausse répétée des prix, ralentissement industriel persistant et recul des exportations agricoles. Les partenaires régionaux, confrontés à leurs propres problèmes internes, réduisent leur soutien. Dans ce cadre, la fatigue sociale augmente et la gestion de la crise demande une capacité politique considérable pour éviter une fragmentation interne. Ce scénario reste possible si les mesures techniques ne suivent pas le rythme des besoins. Le premier cercle concerne les jeunes urbains, souvent les plus exposés aux coupures d'eau et d'électricité. Leur quotidien s'est alourdi, mais ils ont aussi été les premiers à transformer la contrainte en engagement civique, organisation de points de collecte, aide aux familles vulnérables, médiation lors des rationnements. Cette génération, qui suit de près les décisions d'Ibrahim Traoré, voit dans cette période difficile une occasion rare de s'approprier le débat sur la souveraineté, non pas comme un concept abstrait, mais comme un enjeu qui touche les rues où ils vivent. Le deuxième cercle englobe les familles rurales, gardiennes d'une économie agricole fragilisée par la baisse hydrique. Elles affrontent les conséquences les plus directes, champs moins irrigués, récoltes menacées, logistique ralentie. Pourtant, ces familles ont montré une résilience discrète mais décisive. Elles réhabilitent des canaux anciens, partagent leurs réserves et accueillent l'idée que reprendre le contrôle de la rivière est un acte qui dépasse la seule technique. Pour elles, la crise a révélé la valeur d'une autonomie qui semblait inatteignable jusqu'ici. Le troisième cercle regroupe les travailleurs techniques et ingénieurs locaux, soudain propulsés au cœur de la reconquête hydrique.
Leur rôle est devenu essentiel pour auditer les réseaux, réparer les stations et réinventer des solutions fonctionnelles avec des outils parfois limités. Ils portent une responsabilité lourde, mais voient aussi dans cet effort la possibilité d'affirmer des compétences longtemps bridées par les systèmes importés. Ces trois cercles, touchés différemment, partagent d'un même sentiment. La souveraineté n'est pas seulement une affaire d'État, mais une expérience vécue, façonnée par chaque geste quotidien. La transition ouverte le 10 octobre ne peut se maintenir sans une feuille de route précise. Les actions déjà amorcées par le gouvernement d'Ibrahim Traoré montrent 5 axes décisifs, à la fois techniques et politiques, capables d'encadrer les 12 prochains mois. Les ingénieurs nationaux doivent poursuivre l'audit complet des stations, vannes et capteurs encore marqués par des protocoles étrangers. Cette étape, déjà engagée, doit se déployer sur tout le territoire en moins de 6 mois. Le succès se mesure par la mise hors service définitive des codes de contrôle externe et la reprise totale des postes critiques. Les universités partenaires, notamment Bamako et Niamey, peuvent contribuer à créer un programme accéléré d'hydrologie appliquée. L'objectif, dans un horizon de 9 mois, est de produire une première cohorte d'ingénieurs opérationnels. L'impact se vérifiera par la capacité à gérer les données climatiques sans dépendance extérieure. Ce nouvel organe régional, imaginé pour coordonner l'usage de l'eau entre voisins, doit être lancé rapidement. Il vise à harmoniser les données, mutualiser les outils et réduire les tensions diplomatiques. La réussite s'évaluera par la signature d'accords communs sur la gestion transfrontalière. Ce fonds, alimenté principalement par des partenaires africains, doit soutenir les innovations locales, pompes solaires, canaux gravitaires, stations de filtration. Son efficacité se mesurera par le nombre de prototypes adoptés dans les zones rurales. Chaque contrat, chaque mètre cube prélevé, chaque réparation doit être publique. L'objectif est d'éviter la reproduction d'un système opaque. L'indicateur clé sera la régularité des rapports accessibles et vérifiables. Ensemble, ces 5 leviers forment non pas une promesse, mais une stratégie ancrée dans le réel. Sur les rives redevenues calmes du Sahel, l'écho des premiers comités de quartier, ces acteurs collectifs nés dans l'urgence, semble revenir accompagner le bruit régulier de l'eau. Là où, quelques mois plus tôt, tout paraissait menacé, les gestes ordinaires reprennent place. Remplir un seau, partager une réserve, vérifier une pompe solaire improvisée. Rien n'est simple, mais rien n'est figé non plus. Ce quotidien transformé n'efface pas les tensions, pourtant il rappelle que la souveraineté n'a jamais été qu'un effort partagé entre institutions et populations. Ibrahim Traoré, souvent perçu comme le visage public du basculement du 10 octobre, n'est plus seul au centre du récit. Les familles rurales qui ont remis en marche des canaux oubliés, les jeunes urbains qui ont organisé des distributions, les ingénieurs qui ont réparé les stations sans schémas importés, tous participent désormais à écrire la suite. Leur ténacité silencieuse donne à la crise une texture humaine qui dépasse les chiffres et les analyses. Au bord de la rivière, l'épreuve devient une histoire commune. La souveraineté naît quand un peuple refuse de reculer. La crise de la rivière Sahel n'a pas seulement réécrit un rapport de force politique, elle a remodelé une manière de se voir en tant que communauté. Lorsque l'eau, longtemps administrée par des structures extérieures, redevient un bien défendu collectivement, elle cesse d'être un simple flux utilitaire pour devenir un symbole partagé. Dans les rues d'Ouagadougou, comme dans les villages plus éloignés, cette transformation a éveillé un sentiment d'appartenance élargi, celui d'une population qui, malgré la fatigue et les épreuves, a affirmé qu'elle pouvait décider elle-même du cours de ses ressources. À travers ces gestes quotidiens, un espace de dialogue s'ouvre. Il ne s'agit pas de glorifier la crise, ni de minimiser ses coûts, mais de comprendre ce qu'elle révèle sur la capacité d'un pays à se relever autrement. Partager ce récit, en discuter et le confronter à d'autres expériences africaines permet de renforcer une conscience collective en construction.